Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de cet appel des 120 parlementaires dans Libération. Emmanuel Macron a déclaré dimanche soir qu'il essayait toujours de s'approcher de la vérité. Les signataires lui disent chiche. Qu'il publie l'évaluation de l'impact de la réforme de l'ISF sur les grandes fortunes françaises, qu'il montre qu'il n'est pas le président des riches. C'est un peu le sens de ce défi qui lui est lancé aujourd'hui. Pourquoi ce test? A-t-on déjà demandé cela à un président? Quel est le sens profond de cette initiative? Nous poserons ces questions à nos invités dans un instant. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il opposera ce soir Louis aux haltères de Marianne à Tristan Quinom-au-poil du Figaro. Nous reviendrons sur le discours du chef de l'État devant les forces de sécurité intérieure. L'une des principales idées à retenir, c'est que la police de sécurité du quotidien n'est pas la police de proximité. Il ne s'agit pas d'aller jouer au foot avec les jeunes, dit-il. Pourquoi cette ferme mise au point? Nous en discuterons sur ce plateau. Enfin, l'entretien du jour, nous recevons Frédéric Ancel, grand spécialiste des questions internationales. Il nous présentera son tout dernier ouvrage, Mon dictionnaire géopolitique. Et puis nous reviendrons sur la chute de Raqqa. Paris parle d'une excellente nouvelle. Notre invité nous dira s'il s'agit réellement d'un tournant, notamment pour lutter contre le terrorisme en Europe. Mais d'abord, ce défi lancé au président de la République en une de Libération, au nom de la transparence démocratique, 120 députés et sénateurs demandent à Emmanuel Macron de rendre public l'impact de ces mesures fiscales sur les plus riches. On va en parler avec nos invités dans un instant. Mais d'abord, point complet avec Clément Perrault. L'appel est en une du journal Libération. 120 députés et sénateurs de gauche interpellent le gouvernement. Nous demandons au gouvernement de rendre public l'impact de ces mesures fiscales et budgétaires sur les contribuables les plus aisés et sur les 100 Français les plus riches. Le but de cette initiative est clairement de coller encore et toujours à Emmanuel Macron cette fameuse étiquette de président des riches. Parmi les signataires figurent de nombreux socialistes. On est sur cette affaire de l'ISF, sur une volonté transparente de privilégier une certaine partie de la société, la Startup Nation, les gagnants de la mondialisation, et puis les autres, je ne veux pas reprendre les formules à la mode, les feignants, ceux qui partent en vacances. Il demeure quand même dans cette affaire une forme de mépris. Mais certains sénateurs socialistes, eux, n'ont pas signé. Pour une raison simple, ils peuvent en réalité déjà accéder à ces informations via la Commission des finances. Le groupe socialiste au Sénat dispose, par le truchement de Vincent Eblé, de la présidence de cette commission et que, de par son statut, il a la capacité d'avoir l'ensemble de ces informations en se rendant à Bercy et en effectuant un contrôle sur pièce et sur place. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, dans une interview au journal Le Monde aujourd'hui, a répondu par la négative à cet appel. Il n'est pas question de remettre en cause le secret fiscal. Nous allons rendre 400 millions d'euros aux 1000 premiers contributeurs. Soit 400 000 euros en moyenne pour chacun de ces contributeurs. Et on va continuer d'en parler sur ce plateau avec nos invités. Marie-Noëlle Lienemann, bonsoir. Vous êtes sénatrice socialiste de Paris et vous faites partie des signataires de cet appel. On va en parler dans un instant. Julien Bargeton, bonsoir. Vous êtes sénateur La République En Marche de Paris. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Olivier Roucan, politologue, auteur de En finir avec le président, une vraie question sur laquelle nous allons revenir dans cette émission. Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et opinion chez Harris Interactive. Merci à tous les quatre. Marie-Noëlle Lienemann, pourquoi cet appel précisément? Est-ce que vous voulez, oui ou non, faire sortir des chiffres un peu scandaleux à Emmanuel Macron? On veut faire sortir des données objectives et qui soit le plus précise et le plus incontestable possible. Mais puisque vous y avez accès, pourquoi les Non, faire attendez, rendre alors justement, le président de la Commission des finances peut demander un certain nombre d'informations. Il faut être sûr que d'abord, elles soient bien demandées. Deuxièmement, dans ces informations, il y a une partie qu'il ne peut pas divulguer. Donc, alors, pour une part sur laquelle nous sommes totalement d'accord, on ne demande pas le nom des personnes. Il ne s'agit pas d'aller vouer à la vindicte populaire telle ou telle personne. En revanche, on veut être sûr d'avoir les bonnes données parce que, vous voyez, tout de suite, c'est déjà savoir qui va en bénéficier. Par exemple, vous dites, on entend Bruno Le Maire nous dire 400 millions pour les 1000 plus riches. Mais d'après ce qu'on peut savoir, c'est plutôt les 100 plus riches qui vont capter le gros du paquet. Quand vous faites sur 1000, ça fait une moyenne de 400 000. C'est déjà pas mal. Hein, mais ça va être des sommes scandaleuses. Mais pour d'autres, en réalité, la partie la plus en haut, ça va être beaucoup plus.
Donc, deuxièmement, parce qu'il est important que dans ce pays, le Parlement retrouve sa place. Une des places du Parlement, c'est de contrôler l'exécutif. Et on a trop pris l'habitude dans cette Ve République, d'ailleurs tout gouvernement confondu, de considérer que le gouvernement assumait, le Parlement, parfois avec complaisance, lui-même disait c'est pas de notre faute, on n'est pas responsable. Il faut qu'on arrive à redonner à notre Parlement une capacité d'avoir les données objectives, de pouvoir avoir des débats sérieux et des arguments qui se tiennent. Et de ce point de vue, ni fantasme, ni complaisance. Donc voilà un peu l'état de ces démarches. Et par ailleurs, quand même, on est dans un débat politique où on voit quand même bien qu'il y a, de notre point de vue en tout cas, un énorme déséquilibre entre ce que certains vont pouvoir avoir comme avantage et privilège de ce budget, et les plus pendant défavorisés, que d'autres selon vous, vont être qui vont continuer de pénalisés payer. par ce budget. On va y venir. Julien Bargeton, parmi les signataires, il y a évidemment des parlementaires de gauche, ça on s'en doutait, ce n'est pas surprenant. Il y a aussi un LR constructif, c'est Jean-Christophe Lagarde. Est-ce que de manière générale, vous avez été surpris par cet appel et le fait qu'il y ait Jean-Christophe Lagarde dans cet appel? J'ai été surpris par cet appel pour dévoiler en quelque sorte le montant et les bénéficiaires de la baisse de l'ISF. Et je trouve assez contradictoire de vouloir à la fois revaloriser le rôle du Parlement, en tout cas le prétendre, et puis le court-circuiter de cette façon. Cela a été bien dit dans votre documentaire. Le président de la Commission des finances du Sénat, qui est socialiste, n'a pas signé cet appel et il a fait passer un questionnaire d'ores et déjà au gouvernement pour obtenir ces informations. Tous les parlementaires peuvent avoir accès, tous les parlementaires auraient pu, par exemple, s'associer à cette démarche. J'aurais trouvé plus intéressant qu'on propose aux parlementaires de s'associer à une telle démarche. Donc vous voulez dire plutôt qu'il y a de la provoque de faire... C'est ce que Non, vous mais voulez c'est nous un dire coup médiatique parce que c'est plus facile de faire une tribune à la une d'un quotidien national plutôt que de mettre en valeur le rôle de fourmi du contrôle parlementaire et qui effectivement ou qui peut être prolongé d'ailleurs par des missions d'information, des missions d'évaluation au-delà de l'examen du projet de loi de finances où ensuite on peut creuser ces dossiers. Donc moi je regrette un peu cette attitude et qui me paraît contradictoire avec l'idée de revaloriser le rôle du contrôle du Parlement. J'ajoute que j'aurais bien aimé bénéficier de telles études d'impact. On aurait pu le demander, par exemple, pour la taxe qui avait été prise par le précédent gouvernement et qui va coûter 10 milliards aux contribuables, puisque le Conseil constitutionnel et puis les instances européennes ont jugé qu'elle n'était pas légale. Enfin, et donc, finalement, là aussi, on peut parfois demander, vous voyez, ça aussi c'est intéressant de savoir qui va bénéficier et pourquoi on est réduit à finalement rendre ces 10 milliards de façon injustifiée par une erreur du précédent gouvernement. Olivier Roucan, c'est du jamais vu de demander cela à un président, de demander à un gouvernement de publier de telles données? C'est du jamais vu dans ce cas précis et par rapport à l'impôt concerné. Simplement, on voit bien, et ça c'est quelque chose qui est très intéressant, la volonté qui a été manifestée de dynamiser le rôle du Parlement, des assemblées, dans cette démocratie présidentialiste qui, selon moi, pêche par, j'allais dire, saturation présidentielle en termes de communication. Donc l'idée est sans parlementaire. L'idée de... alors c'est vrai qu'il faut faire de la communication, il faut que le message passe au plus grand nombre, donc sans parlementaire, une tribune, mais au moins ça remet du collectif, ça met le Parlement sur le devant de la scène. En l'occurrence, et ensuite, le Parlement, mais... enfin des parlementaires, sur le devant de la scène, et cela permet d'avoir une discussion à cet égard. Donc l'idée que le Parlement contrôle de l'impôt, parce que tout ceci rentre dans une forme de pédagogie. Alors ça crée des frictions, ça crée des débats, mais somme toute, c'est plutôt salutaire. Et puis il y a peut-être une volonté de définitivement coller cette étiquette de président des riches à Emmanuel Macron. C'est quelque chose qui est en train de s'installer dans l'opinion, Jean-Daniel Lévy, et d'ailleurs un mécontentement global, une lassitude d'Emmanuel Macron. Quand vous regardez aujourd'hui, une des principales critiques qui est effectuée à l'égard d'Emmanuel Macron, c'est effectivement ce terme président des riches. Alors il colle d'ailleurs beaucoup plus de la part de personnes qui sont issues de la gauche, de ceux qui déclarent que leur formation politique de référence, ça va être soit le Parti socialiste, soit la France insoumise, soit qui vont se sentir culturellement de gauche, mais pas forcément proches d'une formation politique en tant que telle. Donc effectivement, c'est un des points sur lesquels Nicolas Sarkozy avait rencontré des difficultés au cours de son mandat, et notamment à la fin de son mandat. Et là, il y a un déficit de confiance qui se... Alors aujourd'hui, ça... Alors, déficit de confiance, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de procès en trahison à l'égard d'Emmanuel Macron, parce que ce que disent les électeurs, même à gauche, c'est globalement ce qui se
passe aujourd'hui, on l'avait sensiblement identifié dans le cadre de la campagne présidentielle. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, parce que même quand on est critique à l'égard d'Emmanuel Macron, on lui fait crédit d'avoir une forme de constance par rapport à la promesse de la campagne électorale. En parallèle, il y a quand même une attente et systématique dans la société française de justice sociale ou de justice fiscale. Et quand on a vu apparaître au cours de l'été la baisse d'Emmanuel Macron dans les sondages, c'était concomitamment à 2 éléments. Le premier aspect, c'était l'annonce de la baisse des APL de 5 qui euros. n'était pas dans son programme. Et en parallèle, l'augmentation, enfin la suppression de déficit trouvé à l'été. Et en parallèle, la suppression de l'ISF. Donc la perception qu'il y avait eu un peu de 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire d'un côté des catégories populaires, notamment sur la question du logement, et on sait qu'elle est absolument emblématique chez les Français concernant leur pouvoir d'achat, en disant on va vous supprimer 5 euros, et dans un même élan, supprimer l'ISF pour les personnes qui sont les plus aisées. Une étiquette de président des riches qui colle décidément à la peau du chef de l'État. Et pourtant, Emmanuel Macron s'est aussi adressé aux Français en difficulté, personnes handicapées, agriculteurs, associations de lutte contre la pauvreté, encore hier. On se demandera dans un instant pourquoi on retient un peu moins ces messages-là. Mais d'abord, le point avec Cécile Sixou. Emmanuel Macron est-il le président des riches ? Pas si sûr, le nouveau chef de l'État, que l'on dit sourd de l'oreille gauche, a d'ores et déjà annoncé plusieurs mesures en faveur des plus démunis. Première proposition, augmenter le minimum vieillesse. La revalorisation du minimum vieillesse qui va augmenter de 100 euros en 2 ans et demi. Donc une augmentation très volontariste, c'est de plus de 13%, c'est-à-dire 1 mois et demi supplémentaire de pension à la fin pour les retraités les plus pauvres. Autre allocation revue à la hausse, celle des adultes handicapés. Aujourd'hui de 811 euros par mois, elle augmentera de 49 euros le 1er novembre 2018. Emmanuel Macron compte aussi mieux aider les travailleurs modestes en revalorisant la prime d'activité de 20 euros, mais surtout en élargissant ses conditions d'accès qui pourraient faire entrer 65 000 personnes dans le dispositif. Il envisage également d'améliorer le soutien aux familles des plus pauvres. Les parents isolés notamment pourront toucher jusqu'à 600 euros par mois pour faire garder leur enfant, soit 138 euros de plus qu'aujourd'hui. Enfin, Emmanuel Macron souhaite mieux rémunérer les agriculteurs et revoir les modes de fixation des prix de vente de leurs produits. Je souhaite que nous puissions acter la mise en place d'une contractualisation rénovée avec un contrat qui serait proposé par les agriculteurs et non plus par les acheteurs. Les prix seront construits à partir des coûts de production. D'autres mesures devraient être annoncées dans un plan pauvreté, mais aussi dans la stratégie nationale de santé. Si l'expression président des riches fait son chemin, Emmanuel Macron semble se démener pour qu'elle ne lui soit pas définitivement accolée. Marie-Noëlle Lienemann, vous avez un peu souri pendant ce sujet. Pourquoi ? Ce sont des mesurettes pour vous ? C'est de la communication ? Il est le président des riches ? En tout cas, il mène une politique inégalitaire plus favorable aux riches qu'aux autres. Parce que évidemment, il y a des mesures qui vont à des catégories populaires et à des catégories modestes ou très pauvres. Sauf que quand vous faites le bilan global, entre ce que touchent ces catégories et les gros cadeaux qui sont faits aux plus riches, sans compter le débat sur l'aide aux entreprises qui est soi-disant créatrice d'emplois. Je rappelle que le comité de suivi sur le fameux crédit emploi compétitivité, là, le CICE, a montré une très faible efficacité en termes d'emploi, un grand doute sur l'impact des marges des entreprises. Et en tout cas, on constate que la France n'exporte pas plus et que la réindustrialisation n'est pas sérieusement en marche. Donc, on est dans une situation où un déséquilibre entre les plus riches et les plus pauvres, ce qu'on donne à l'entreprise et ce qu'on donne aux citoyens, est manifeste aux yeux de nos concitoyens. Et ça arrive à une période où, certes, il a été élu, mais chacun se rappelle qu'il a été élu avec 25% au début. Et que ça aussi, ça va lui coller à la peau. Et après, le vote pour Emmanuel Macron ne valait pas forcément adhésion à tout son programme. J'ai voté pour lui. Oui, mais d'accord, mais enfin, avec pas des écarts mirobolants. Et moi, j'ai voté pour Emmanuel Macron. Par rapport au candidat socialiste, l'écart était assez fort. Je ne suis pas en train de vous dire que devant de la sauce socialiste, là, j'ai en train de vous dire comment je pense que ce budget est injuste. Et je dis, il faut faire... Vous rappelez les conditions de son élection. Je rappelle les conditions de son élection parce que je pense que lui-même devrait s'en souvenir davantage. Il ne s'agit pas de lui demander de changer de cap par rapport à ça, mais je pense qu'il y va trop à la hache. Sans l'équilibre, réfléchir sa politique, sans l'équilibre qu'il a présenté aux Français. Parce que dans l'esprit des Français, c'est quelqu'un qui était équilibré. Et à une période qui n'est pas n'importe laquelle. Quand Mme Lagarde et le FMI disent que les pays développés
doivent faire des efforts pour lutter contre les inégalités et pourquoi pas taxer les riches. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut encore davantage taxer les riches, mais quand vous avez ce message-là, qui est finalement l'aboutissement d'une situation qu'on connaît depuis des années, c'est-à-dire d'un accroissement des inégalités qui ne produit pas suffisamment de richesse et qui ne produit pas ces dynamismes économiques, indépendamment de l'effet d'injustice, eh ben, les Français se disent on n'est pas sur le bon chemin. Voilà. C'est injuste et on n'est pas sur le bon chemin. Alors, ils lui font crédit de sa capacité à transformer le pays également dans les sondages. Vous oubliez systématiquement la suppression de 80% de la taxe d'habitation qui est quand même qui représente 10 milliards d'euros et qui concerne notamment les classes moyennes, ainsi que la baisse des cotisations sociales d'ailleurs pour les travailleurs et notamment, et qui n'est pas indiqué non plus dans votre documentaire, mais qui mettait des bons aspects. Donc c'est une politique équilibrée. Je vois bien que on veut insister sur certains points, mais elle est équilibrée parce qu'à la fois elle libère les énergies et nous réduisons les impôts, mais nous réduisons tous les impôts parce qu'avec un taux de prélèvement obligatoire de 46%, il faut jouer sur toutes les gammes. Il y a à la fois la taxe d'habitation, les cotisations sociales, également l'ISF, et puis les différents points de hausse de minima sociaux. Donc, un cheval d'allègement pour les plus riches et une alouette pour les plus pauvres. Mais pas du tout, 10 milliards d'euros de taxes d'habitation pour les classes moyennes, ça me paraît pas être une alouette. Est-ce que c'est vrai qu'on a tendance, pardonnez-moi, est-ce que c'est vrai qu'on a tendance à ne retenir que les mesures qui pourraient lui porter préjudice en termes d'image et donc ces mesures en faveur des riches? Non, parce que pour certains publics, l'allègement de l'ISF, ce n'est pas une mesure qui porte préjudice. Oui, mais on prend effectivement cet exemple en permanence, effectivement, qui existe, ou mais pas tous les PFU, donc la taxation, on va dire, homogène de l'épargne. Donc on pourrait parler de tas de choses, mais si vous voulez, le problème, c'est qu'on parle de tas de choses, que ce soit pour l'allègement fiscal ou que ce soit pour les quelques mesures de redistribution. Donc vous diriez mesurette, c'est ça? Je dirais mesurette, pourquoi? Parce que ce que l'on ne comprend pas, à mon avis, et il me semble que certains indicateurs de l'opinion l'estiment, ce qu'on ne comprend pas, c'est le projet social d'Emmanuel Macron. On comprend son projet libération des énergies, et c'était déjà le cas dans la campagne, on ne comprend pas sa fameuse transformation sociale. Or, il y a des inquiétudes très fortes, et ce n'est pas en ressassant transformation ou protection que l'on va donner du sens et du contenu à ceci. Protège le pouvoir d'achat. Et je pense que c'est, je dirais presque, l'erreur de l'intervention de l'autre jour du président, parce que lorsqu'on regarde le sondage que Jean-Daniel Lévy citera et commentera peut-être plus, mais c'est bien ces propositions sociales qui sont le moins comprises et sur lequel il est en défaut d'opinion positive. Donc on ne sait pas où il veut aller sur ce plan et il y a de fortes inquiétudes, que ce soit la santé, que ce soit l'égalité, la lutte contre les inégalités et notamment territoriales. Avec le dédoublement des classes de CP dans les zones prioritaires, ou la création d'une police de sécurité du quotidien, et y compris qui ira dans les quartiers prioritaires, on ne peut pas dire que ces quartiers soient abandonnés. Il faut quand même y aller pour se rendre compte là. Moi, j'ai vu beaucoup de quartiers. Il se trouve que vu que je suis une passionnée du logement social, je vais beaucoup dans les quartiers. J'ai vu aussi dans beaucoup d'écoles où on avait fait le dédoublement, et ça ramène au nombre de créations de postes. Mais il y a des créations de postes dans l'éducation et mais pas suffisamment pour une raison simple, c'est que dans de nombreuses écoles en ZEP ou en REP+, avec les sigles en difficulté, il y a les CP et CE1 qui ont baissé, mais vous êtes 33 ou 35 dans les CE2 et CM1. Or, vous savez bien que même si les premières années pour la lecture sont déterminantes, on pourrait vous répondre que c'est un début quand même. Je dis bien, sauf que ces classes-là, je trouve que c'est bien de dédoubler ces classes. Je dis simplement que le ressenti dans ces quartiers et l'efficience dans ces quartiers, c'est que le gamin qui avait 25 dans sa classe de CM1 en a 35. Alors je ne sais pas ça que je conteste en disant que c'est pas une bonne mesure. Je dis qu'il faut pas s'imaginer que l'impact de cette première mesure, si elle n'est pas accompagnée d'un travail à long terme dont on ne voit pas aujourd'hui, en tout cas un engagement précis en termes de moyens qui vont l'accompagner. Il y a l'aide aux devoirs pour les collèges qui arrive, vous le savez très bien. Donc l'investissement pour l'éducation, les 15 milliards dans la formation professionnelle. Non, moi je crois que c'est très clair le volet de protection. C'est de dire, face à une attitude qui consisterait à dire on va mettre à l'abri la France de la mondialisation, le président de la République veut accompagner les Français, leur donner une chance
à tout le monde, permettre l'égalité des chances et le succès. Et donc, à la fois, nous protégeons le pouvoir d'achat. Non, on protège le pouvoir d'achat avec le PLF, avec un certain nombre de mesures. Et en même temps, on construit des décisions sur l'éducation, sur la formation professionnelle et bientôt sur l'intéressement dans l'entreprise pour que tout le monde puisse participer au chemin de la croissance. Pas de dynamique économique. Jean-Daniel Lévy, est-ce qu'il y a oui, un problème de 1,8. compréhension et donc de pédagogie dans l'autre sens des mesures sociales d'Emmanuel Macron? Déjà, en fait, il y a peut-être une difficulté d'identification. C'est-à-dire que quand on interroge les Français sur ce qu'ils retiennent des discours, sur ce qu'ils retiennent des différentes mesures, Olivier faisait référence tout à l'heure. C'est déjà l'ISF, ça peut être éventuellement la baisse des APL, et puis ça va être les mesures d'ordre économique et pas forcément les conséquences sociales. Et d'ailleurs, on voit bien que parmi les ministres qui sont les plus identifiés de ceux qui ont été amenés à prendre la parole au cours de la période récente, on va nous parler de M. Darmanin, on va nous parler de M. Le Maire, et pas tellement des ministres soit qui sont issus de la gauche, soit qui ont une fibre sociale en tant que telle. Donc il y a, quelle que soit la réalité, l'idée c'est peut-être plutôt de la part de la perception des Français que ce regard-là existe. J'y ajoute deux aspects, c'est que quand vous interrogez sur les traits d'image aujourd'hui d'Emmanuel Macron, notamment auprès des catégories populaires, il y a un côté rassurant dont il n'est que très peu qualifié de la part uniquement d'une personne issue des catégories populaires sur 4, 25%, et puis la dimension de proximité avec le vécu justement des Français, notamment de la part des catégories populaires, qui fait fortement défaut au président de la République. Donc le sentiment qu'il y a une machine... Il est déconnecté, quoi. Alors, oui, en tout cas, qu'il y a une machine économique aujourd'hui qui est en train de se mettre en place, avec... pas forcément aujourd'hui une rebuffade des Français, mais en tout cas de vraies interrogations sur les conséquences. Et lorsqu'ils anticipent des conséquences, c'est plutôt des conséquences où, notamment à l'issue par exemple de la loi travail, pour les individus, ça va être difficile, mais que peut-être que pour l'économie, ça va plutôt aller dans le bon sens. Alors, malgré la tourmente, François Bayrou a renouvelé son soutien indéfectible à Emmanuel Macron. Ce matin sur RTL, le patron du MoDem refuse de faire de l'ISF un bras de fer. En revanche, il tient effectivement à ce que le budget soit juste, comme vous, Marie-Noëlle Lienemann. Oui. Ben voilà, moi et Bayrou. La ligne de justice est une ligne que ce budget respecte. Nous pensons qu'il peut y avoir encore un meilleur équilibre. Voilà. Justice, égalité, c'est indissociable de l'histoire de la France, Marie-Noëlle Lienemann. Moi, je pense que dans le discours du président de dimanche, il est en déficit républicain sur la thèse notamment de la lutte contre les privilèges et de la lutte contre les inégalités. Quand il nous dit les Français sont jaloux des riches. Bon, d'abord, ça fait conversation de salon dans les milieux aisés. C'est pas de la jalousie. Ce qu'il ne perçoit pas, c'est que dans la matrice de 1789, il y a la volonté de l'égalité, et pas seulement de l'égalité des chances, ce qui ne veut pas dire l'égalitarisme. Mais tout le monde sait qu'il y a des déterminants sociaux qui fait que même quand vous avez le début des chances que l'école publique marche bien, etc., vous allez porter longtemps votre déterminant social, surtout... les inégalités à la racine. Mais pas seulement, parce que si par ailleurs vous ne sortez pas avec des revenus corrects, même si vous avez eu des bons diplômes, vous retombez dans des difficultés plus facilement que ceux qui sont issus des milieux aisés. Il veut que la République soit fidèle à ses promesses. Est-ce que la République est fidèle à ses promesses depuis 40 ans, dans les quartiers, pour les classes populaires? Est-ce que les politiques publics sont efficaces? Mais il était où, M. Macron? C'est pas lui qui a insufflé. Moi, je l'ai critiqué parce qu'il a insufflé. Il est là depuis le gouvernement, en tout cas les présidents de la République depuis 5 mois. Ça, vous pouvez l'accorder. Des idées de gauche, vous pouvez l'accorder. Mais il faut sortir. Mais la gauche comme la droite avait échoué de ce point de vue-là. Vous le savez bien, depuis 40 ans. Est-ce que les politiques d'emploi ont été efficaces? Est-ce que les politiques de logement ont été efficaces? Est-ce que les politiques de réduction? Il faut sortir de ces schémas pour inventer des nouvelles politiques publiques. Mais justement, depuis 92, j'entends ce qu'il nous raconte. Et pour que la République soit fidèle à ses promesses. On va refaire la formation professionnelle. Pas une république théorique, pas une république proclamée, une république réelle, efficace. Exactement, réelle, efficace. Alors je voudrais qu'on fasse un petit rappel ça fait 10 fois qu'on fait les mêmes choses. Pendant ce temps-là, le pouvoir d'achat des gens ne s'est pas amélioré et nous ne tirons pas notre économie. Les propositions sur l'assurance chômage sont extrêmement ambitieuses, très intéressantes. Ils vont réduire la Mais non, pas du tout. Je voudrais qu'on fasse un petit rappel
rappel historique, pardonnez-moi. Vous la transformez en aide. Là où vous aviez de l'assurance collective qui garantissait dans la pérennité du système, vous en faites une aide gérée par Bercy. Tout n'est pas ça va finir comme l'APL. Marie-Noëlle Lienemann, Julien Bargeton, pardonnez-moi. Pas du tout. J'ai fait des grosses propositions pour changer Je voudrais qu'on fasse un petit rappel historique en images. Pour mettre un petit peu les choses en perspective, on ne vous entend plus, ça ne sert à rien. On va regarder quelques images. En 2007, Nicolas Sarkozy est très vite devenu le président bling-bling. On se souvient de ses vacances sur le yacht de son ami Vincent Bolloré à Malte. En 2012, François Hollande est très vite catalogué président trop normal, pas assez classe, pas assez charismatique. On le voit ici, un discours sous la pluie. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron qui est étiqueté président des riches à peine quelques mois après son élection et notamment à cause de la suppression de l'ISF. Olivier Roucan, est-ce qu'il y a un problème de président bashing en France? Est-ce que c'est un mal français? Il y a un problème, alors peut-être de président bashing, mais il y a surtout un problème aujourd'hui, même s'il y a un succès indéniable sur le plan du charisme avec Emmanuel Macron, il y a un problème, si vous voulez, de perception de la fonction présidentielle et d'un déséquilibre des pouvoirs dans la pratique. Une fois qu'on devient président, on n'est plus du tout populaire. Alors, ce que je voulais rajouter, c'est que depuis le quinquennat, cette fonction est moins identifié qu'auparavant. Et de temps en temps, et très souvent, vous avez des papiers sur le thème « Le président joue au Premier ministre ». Ou alors, c'est le Premier ministre qui disparaît, qui ne serait qu'un simple collaborateur, qui n'est pas connu, qui n'est pas identifié par l'opinion. Pour vous, c'est lié à la durée du mandat ? C'est là un facteur institutionnel, c'est pas le seul. Ensuite, il y a des tas d'autres problèmes. La toile de fond, c'est évidemment la crise du politique, qui n'est pas passée d'un coup avec cette élection du reste. Et mais ça veut dire qu'on ne laisse plus le temps à un président... Il l'a traduit aussi. Qu'il a traduit, c'est pour ça. Ça veut dire qu'on ne laisse plus le temps à un président de faire ses preuves. On attend des résultats au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois. Très court, je dirais, cette démocratie de l'instantané. Ça va aussi avec tous les réseaux sociaux, avec ces modes de communication. Avec les médias aussi, peut-être. Des coups symboliques. Mais les médias, si vous voulez, au sens médias de masse, suivent aujourd'hui les réseaux sociaux. Donc tout ceci fabrique un complexe. Et tout ceci nous empêche finalement de réfléchir à une démocratie un peu plus sereine et surtout, j'insiste sur ce terme, un peu plus délibérée, collective. Nous sommes victimes d'un tropisme personnalisé et plus à l'heure du quinquennat qu'avant, parce que au sein de l'exécutif, il y avait quand même 2 rôles bien identifiables. Il y avait des respirations en cours de mandat, des élections intermédiaires, législatives en cours de septennat. Bref, c'était déjà présidentialiste et à l'époque, certains disaient beaucoup trop, mais ça l'est encore davantage. Pas une seule cohabitation depuis l'adoption du quinquennat, par exemple. Jean-Daniel Lévy, il y a une forme d'acharnement aujourd'hui, d'acharnement populaire sur un homme qui devient président. Les Français aimaient la cohabitation. Il y a aussi des Français qui sont parfois un peu plus patients que ce qu'on veut bien croire ou ce qu'on veut bien dire, mais à partir du moment où ils voient... Pourtant, vous voyez, 2007, 2012, 2017, on colle une étiquette à un président, très vite. Absolument. Mais est-ce qu'ils voient où on va? Voilà. Et il y a parfois une sorte de contrat qui peut être passé avec le président au moment de l'élection présidentielle, et avec des Français qui peuvent même parfois faire beaucoup plus d'efforts que ce qu'on croit à partir du moment où ils se disent que c'est un effort collectif qui est partagé et que cela permet d'aller vers un effort commun. Ce qui est intéressant d'ailleurs, quand vous regardez l'attitude des Français à l'égard des impôts au cours du précédent quinquennat, c'est qu'au tout début, les Français n'étaient pas si critiques que cela, et même lorsqu'il y a eu les premières annonces d'augmentation d'impôts, ça n'a pas tout de suite eu un impact sur le président de la République et sur sa cote de confiance ou sa cote de popularité. C'est beaucoup plus lorsqu'il y a eu une interrogation justement sur le cap qui était suivi par le président de la République et sur le fait que la promesse qui était la promesse pour faire vite de retour de la République, de puissance publique dans les territoires, notamment à travers la service publique, et que cette destination apparaissait comme étant moins marquée que ce qui apparaissait pour faire vite comme étant un investissement a été identifié comme étant une dépense, et avec des Français qui ont eu un regard qui était venu assez vite. 30 milliards de hausse Sarkozy-Fillon, 30 milliards de hausse Hollande-Hérault, mais ça a coûté très cher à la croissance. Mais les Français l'ont perçu assez vite. Les Français l'ont perçu assez vite. Je pense que c'est, moi, le matraquage, que l'absence de justice fiscale, c'est-à-dire de réforme fiscale. Il avait promis, par exemple, François Hollande, moi, j'ai jamais été une fan à 75%, parce que je pense qu'il faut une progressivité de l'impôt sur le revenu. Ça a étouffé la croissance. Non. Mais si, les 60 milliards ont étouffé la croissance. C'est une réforme fiscale d'ampleur qu'attendaient les Français. Je vous rappelle que ça devait être la fusion CSG hier, qui redonnait un impôt plus juste comme structurant. À partir du moment où ils voient qu'il y a effectivement matraquage fiscal, et par ailleurs, l'abandon sur CICE, toute une série d'autres
stratégie qui était attendue par l'électorat de gauche et ceux qui avaient voté François Hollande, que ce décrochage fait que quand les gens quand je dis protestent sur le dérapage fiscal, je ne pense pas que les Français voulaient plus d'impôts. Je pense que les Français valaient d'abord un impôt plus juste et des prélèvements pour les plus aisés, et notamment sur une partie du capital renforcée. La différence avec Emmanuel Macron, c'est que François Hollande n'avait pas augmenté une hausse massive d'impôts. Alors que Emmanuel Macron a annoncé son plan fiscal. On ne vous entend pas. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat qui va se poursuivre d'ailleurs tout de suite. C'est le match des idées. Il va opposer Louis Osalter à Tristan Quinom-Aupoil. On va revenir sur cet appel des 120 parlementaires en une de Libé, mais sous un autre angle, avec une question volontairement provocante. Cette gauche qui attaque Emmanuel Macron en le qualifiant de président des riches a-t-elle elle-même un problème avec l'argent? Élément historique avec Julie Hulin. 30 juillet 1903, Jean Jaurès, figure majeure du Parti socialiste qu'il a contribué à fonder un an plus tôt, fustige déjà l'argent et les riches. Parce que le milliardaire n'a pas récolté sans peine, il s'imagine qu'il a semé. Depuis, les socialistes se sont bien souvent emparés de cette arme pour rassembler les forces à gauche. Juin 1971, congrès d'Épinay. François Mitterrand prend le contrôle d'un parti socialiste en pleine reconstruction et annonce la rupture avec toutes les puissances de l'argent, l'argent qui corrompt, l'argent qui achète, l'argent qui écrase, l'argent qui tue, l'argent qui ruine et l'argent qui pourrit jusqu'à la conscience des hommes. 10 ans plus tard, il lance sa campagne pour l'élection présidentielle sur la même thématique. Je suis libre au regard des forces de l'argent, que je défie le regard clair. En 2012, François Hollande fait de même pour marquer son projet à gauche. Durant sa campagne, la critique des riches devient l'un de ses chevaux de bataille. Mon véritable adversaire, il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Il s'en prend ensuite aux très grosses fortunes, en proposant de taxer à 75% les revenus au-delà de 1 million d'euros par an. 5 ans plus tard, le Parti socialiste accuse un gouvernement qui porterait un budget avant tout pour les riches. Une arme toujours efficace quand les lignes politiques deviennent incertaines. Avec nous pour ce match des idées, Louis Osalter, bonsoir, journaliste politique à Marianne. Tristan Quinom-Aupoil, bonsoir, journaliste politique au Figaro. Vous l'avez compris, la question est un petit peu provocante, mais est-ce que la gauche a oui ou non un problème avec les riches et avec l'argent? C'est ce qui a tué la gauche, je ne sais pas, tué le Parti socialiste ou qui a contribué, je pense que c'est en grande partie le cas. Sous le quinquennat de François Hollande, ça commence par un matraquage fiscal qui touche aussi donc les classes moyennes, un électorat qui pour partie avait voté François Hollande et qui se retrouve déçu. Et ensuite, il y a un changement de braquet avec le pacte de responsabilité. Et là, à ce moment-là, c'est des cadeaux en patronat sans vraiment de garantie de retour. Vous savez, le fameux 1 million d'emplois promis par Pierre Gattaz et qu'on n'a jamais vraiment vu. Et là, c'était l'inverse, mais on a une gauche qui se retrouve à faire des cadeaux au patronat, parce que c'est ça qui s'est passé, avant d'avoir matraqué fiscalement des catégories de Français qui attendaient quand même une autre politique. Donc sur le quinquennat de François Hollande, qui avait une tonalité sociale-libérale, ça synthétise un peu, vous savez, toute cette dichotomie, cette ambiguïté entre une gauche qui à la fois dit qu'elle est contre le monde de la finance et en même temps qui cherche sans arrêt à s'adapter à la mondialisation, faire du pragmatisme et voilà, qui au nom d'un discours sur il n'y a pas d'alternative, on n'a pas le choix et puis il y a Bruxelles qui dit ça, etc. Se retrouve en fait à faire la politique qui n'est pas la politique originelle de gauche que la plupart de ses électeurs auraient voulu. Et c'est aussi ce qui explique le succès de Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est un problème d'adaptation de l'idéologie, d'une idéologie désuète, ou quel est le problème exactement? On est dans un pays déjà où la réussite est toujours suspecte. Si on est riche, si on est réussi, c'est parce que ça s'est fait au détriment toujours de travailleurs, on peut réussir sans devenir riche, mais oui. Bien sûr aussi, mais il y a toujours ce fond-là. Et du coup, quand on l'a vu dans votre reportage, François Hollande est sur une estrade, et bien sûr, il parle des riches, il tape sur les riches parce que ça fait applaudir la salle. Et puis quand il arrive au pouvoir, la réalité montre qu'il doit parfois faire des ajustements en faveur des entreprises notamment, etc. Et du coup, c'est plus en rapport avec les discours. Oui, parce qu'il se confronte à la réalité. La gauche, en réalité, n'a jamais su trancher, en tout cas récemment, n'a jamais su trancher cette question-là. On se souvient de François Hollande, qui avait du mal d'ailleurs à définir à partir de quand on était riche. Il avait répondu 4 000 €, ça avait provoqué un tollé, et puis une incompréhension quand même chez une classe supérieure, légèrement, enfin voilà, qui était ni riche ni pauvre. Mais est-ce que finalement, aujourd'hui,
aujourd'hui, ça ne permet pas à la gauche de se reconstruire, d'avoir cet ennemi commun, de le qualifier de président des riches. Est-ce que ça ne ressoude pas les rangs de la gauche ? Ça se ressoude un. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un calcul politique dans tout ça aussi ? Du côté de Jean-Luc Mélenchon, je pense, parce que comme son discours il est extrêmement clivant sur le thème, il y a eux, la caste, les puissants et donc le pouvoir financier qui dirige le monde quasiment, je caricature un petit peu, et les gens de peu, voilà, un électeur, enfin la plupart des gens en réalité, qui subit la politique qui est impulsée par les intérêts de cette caste-là. Caste étant le mot utilisé par Jean-Luc Mélenchon. Et c'est pour ça que lui, il n'y a pas que la France insoumise, hein. Dans cet appel des 120, il y a aussi, bien sûr, il y a aussi des députés socialistes. Oui, mais ça a toujours été un problème du Parti socialiste, c'est-à-dire que quelque part, on poursuit la fronde, on poursuit le match entre les frondeurs ou ce qu'il en reste et les députés socialistes qui sont, ou les personnalités du Parti socialiste plutôt, qui ont rejoint Emmanuel Macron, parce qu'en fait, dans le fond de leur pensée sociale libérale, c'est en réalité Emmanuel Macron qui correspondait le plus à leurs aspirations. Et derrière, on a des socialistes qui, soit par conviction, soit je pense aussi pour une partie d'entre eux, par opportunité politique, parce que ça permet d'installer un clivage avec Emmanuel Macron, s'installent dans le discours. Dites-nous qui sont les contribuables les plus riches à qui vous allez rendre de l'argent de l'impôt sur la fortune, par exemple. Mais le PS a plutôt bien réussi son coup, puisque le budget, la question du budget, c'est toujours aride, c'est assez technique comme débat. Ça dure d'ailleurs une éternité au Parlement. Et le PS l'a abordé par la question de l'ISF. Ça parle à tout le monde sait ce que c'est. Ça fait toujours polémique, c'est une aubaine, effectivement, puisqu'il n'y avait pas d'espace politique. Et là, ils sont en train de s'en créer un. Emmanuel Macron est arrivé en voulant être le président de droite et de gauche, sauf qu'un budget, c'est toujours un moment fatidique pour tous les gouvernements, et c'est difficile de présenter un budget de droite et de gauche. Or, clairement, le budget d'Emmanuel Macron, il penche à droite, puisqu'il est pro-business, pro-entreprise, et libéral, voilà. Et du coup, la gauche peut lui coller le sparadrap du capitaine Haddock, et ça marche bien, et ça marche plutôt bien. Reste à savoir s'ils vont pouvoir ensuite politiquement récupérer ça, c'est-à-dire il y a un congrès, est-ce qu'ils vont réussir ensuite à libérer définitivement cet espace, voilà, notamment. Mais en tout cas là, ils sont en train de retrouver l'espace politique qu'ils avaient avant, puisque Emmanuel Macron a commencé avec une base d'électeurs socialistes. Et là, elle se libère, puisque les premiers à se détourner d'Emmanuel Macron, ce sont justement ceux qui avaient été les premiers à lui faire confiance. Alors, autre sujet du jour que je voudrais aborder avec vous ce soir, c'est le discours sur la sécurité d'Emmanuel Macron tout à l'heure à l'Élysée devant les préfets et les forces de l'ordre. Il est notamment revenu sur cette fameuse police de sécurité du quotidien qu'il va créer, et il l'assure, ça n'a rien à voir avec une police de proximité. La réforme que je souhaite porter n'est pas le retour à la police de proximité, même si je ne partage absolument pas le procès qui a parfois été fait à cette dernière. La police de sécurité du quotidien vise à sortir de l'opposition stérile entre police de proximité et police d'intervention. Répondre à ces attentes, ce n'est pas remettre en place une police de proximité avec des postes de police statiques dans les quartiers. Ce n'est pas, comme on l'a parfois dénoncé, aller jouer au football avec les jeunes. C'est au contraire exercer votre métier de policier qui représente une autorité, qui conforte et qui rassure, mais qui rappelle aussi les règles de vie en société chaque fois que c'est nécessaire. Et donc c'est penser des modes d'action beaucoup plus granulaires sur le terrain, souvent beaucoup plus mobiles, et sans demander aux policiers de devenir des éducateurs, de retisser avec les associations, avec les élus locaux, avec la police municipale, des formes d'action rénovées qui, dans certains endroits de la République, de manière expérimentale, ont pu ces dernières années voir le jour pour être beaucoup plus efficaces par rapport à la nature de la menace. Louis Alter, c'est un peu laborieux pour expliquer que ce n'est pas la police de proximité bis quand même. C'est très laborieux, on ne voit pas tellement la différence pour l'instant dans les modalités pratiques. Vous savez, ça fait évidemment partie des problématiques sur les quartiers difficiles. Et il y a quelques jours, vous vous en rappelez, on avait les 40 ans de la politique de la ville. Et en fait, c'était pas vraiment une célébration d'un anniversaire parce qu'il y avait un cri d'alarme d'un certain nombre d'élus locaux qui s'inquiètent en disant attention, dans les quartiers, comme on dit, difficiles, on les appelle pudiquement difficiles, ça risque de se transformer en poudrière. Ça part avec des mesures comme les APL, mais tout ça, évidemment, peut s'allumer très vite. La problématique de la police de proximité, elle répond évidemment à cette préoccupation. Mais en réalité, derrière le marqueur politique qu'il y a
les moyens à envoyer dans ces quartiers-là. C'est-à-dire que la problématique n'est pas uniquement policière. Des moyens qu'il n'a pas détaillés encore cet après-midi. Non seulement, non mais c'est très flou dans les modalités, mais en plus il parle de la police parce que ça parle aux gens, on va mettre des policiers dans les quartiers, et en même temps c'est de la police de proximité, donc il n'y aura pas de violence policière. On sent que sur ce sujet-là, il essaie de trouver un en même temps qui, à mon avis, va être difficile à trouver. Mais il n'y a pas que la police, c'est-à-dire que le problème des territoires perdus de la République, comme on les a aussi appelés, comme nous on les appelle souvent à Marianne, ce n'est pas uniquement d'envoyer des policiers, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des services publics qui doit réinvestir ces territoires-là. Et là, une pensée complexe mériterait peut-être qu'on trouve une façon plus globale d'apporter la méthode. Il y a évidemment la police, il y a évidemment dans cette problématique un équilibre à trouver entre la proximité et l'autorité, parce qu'il faut évidemment les deux, c'est une banalité de le dire. Mais on parle beaucoup moins, je trouve, et notamment on en a beaucoup moins parlé à l'occasion des 40 ans de la politique de la ville, de comment on fait pour que les services publics, que l'État en fait, reviennent dans ces quartiers-là. C'est compliqué de comprendre le but exact de cette nouvelle structure, encore une structure administrative. Il y a déjà finalement des polices municipales. Est-ce que c'est pas ça finalement la police du quotidien? C'est la police des incivilités, celle qu'on croise tous les matins ou le soir en entrant chez soi. Et il y a des débats qui existent et qui n'ont pas été tranchés. Il y a le débat sur l'armement systématique ou non de cette police, le débat de la généralisation de cette police municipale. À Paris par exemple, il n'y a pas de police municipale en tant que telle, et dans d'autres villes non plus. Et de leur pouvoir, est-ce qu'ils peuvent arrêter des gens? Et ça, on ne sait pas exactement ce qu'ils pensent là-dessus. Et puis, de l'autre côté, il y a la police nationale qui a... on a vu récemment les photos des policiers partagées sur les réseaux sociaux, des commissariats qui sont complètement délabrés, les moyens qu'il manque à ces policiers pour effectuer leur travail convenablement. Et là, on n'a pas vraiment d'annonce. Il y a des annonces de recrutement, mais effectivement pas d'annonce de moyens. Bon, il y aura une concertation, dit-il. Il ne fait rien pour la police nationale, rien non plus pour la police municipale. Et entre ça, il fait une nouvelle structure dont on a du mal à identifier le but. Alors pour certains responsables politiques, cette police de sécurité du quotidien ne va pas encore assez loin. Pour Samia Ghali, qui était l'invité de Public Sénat ce matin, le danger est même trop grand dans certains quartiers. Écoutez. On va envoyer une police de proximité aujourd'hui dans des endroits où le danger est omniprésent. Quand je dis le danger, je mesure mes mots. Aujourd'hui, dans l'état dans lequel sont certains quartiers, je déconseille de mettre de la police de proximité dans ces quartiers, je vous le dis, oui. Et pour Samia Ghali, c'est plutôt l'armée qu'il faudrait envoyer dans certains quartiers. Bonne chance. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si aujourd'hui il est très dangereux, même pour des policiers, même pour certains policiers, d'aller dans certains quartiers, c'est parce qu'en fait l'État est parti. Qu'on a laissé se déliter l'ensemble de l'accompagnement au service public. Et maintenant, en fait, ce sont... Donc comment on le réintroduit? On travaille avec les associations, on travaille avec qui? Les élus locaux? Aujourd'hui, dans certains quartiers, c'est qu'en fait, l'État a renoncé au profit. Elle a laissé les associations faire. Ils disent, maintenant, débrouillez-vous, on ne peut plus rien faire. Et les associations essayent de tenir les bouts. Mais je vous promets qu'en en parlant avec des élus locaux qui sont dans ces quartiers-là, qui interviennent dans ces quartiers-là, ils disent à l'État, mais revenez, mettez des services publics, mettez des maisons des associations, donnez de l'emploi aux personnes qui habitent dans ces quartiers. Et d'un autre côté, je pense que ça n'exclut pas la demande d'autorité qui existe aussi, le besoin d'autorité qui existe, donc évidemment une présence policière. Mais aujourd'hui, la présence policière, c'est soit inexistante, soit c'est un raid d'interpellation qui frappe avec des policiers qui viennent d'un coup et ensuite qui repartent. On comprend du coup le ressenti des habitants de ces quartiers qui en fait ne sont traités que pour des urgences par la police, mais pas servis par l'État. L'État ne répond pas à ses autres obligations dans ces quartiers-là. C'est pour ça que je parlais d'une approche plus globale qui serait nécessaire quand il y a un discours sur la police de proximité, quelle que soit l'appellation qu'on lui donne. Oui. Mais il dit que ce sont des policiers qui n'iront pas jouer au foot dans les quartiers. Bon, ok. Est-ce que ce sont des policiers qui iront démanteler les hubs de trafic de drogue qu'on voit autour de certaines grandes villes? On n'a pas l'impression non plus. Donc elle va servir à quoi exactement cette police? Il parle de renouer le lien, mais de quelle manière? Et donc ça reste très flou pour le moment. Effectivement. Dernier sujet sur lequel je voudrais vous faire réagir. Jean-Claude Mailly, ce matin, sur France 2, répondait aux attaques de Jean-Luc Mélenchon sur le manque de relais des syndicats de la mobilisation contre la loi travail. Il l'a fait avec la manière. Enfin, j'ai envie de lui dire, hey, keep cool, mec. Hein. C'est pas... Faut arrêter, quoi. T'es quoi? Tu fais de la politique ou tu fais du syndicaliste? T'es adhérent quelque part, syndicalement? Enfin, écoutez, on n'a pas de leçon à recevoir de lui ou d'autres. Il est dans un rôle politique. Nous, on fait du syndicalisme, c'est pas la même chose. Enfin, c'est pas un gourou, enfin, je sais pas, moi. Enfin, bon, je comprends pas ce genre d'intervention, quoi. On sait plus où il se situe. Hein, on a l'impression qu'il doit nous donner des conseils. Voilà, c'est le grand organisateur des manifestations. Non.
Alors, Tristan Kinopoil, au-delà du « Hey, keep cool, mec », c'est vrai qu'il pose une vraie question de fond. Il y a une différence entre politique et syndicalisme. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon aurait tendance à mélanger les deux? En tout cas, il n'a pas été clair, puisque il fait sa rentrée politique. Il appelle à un déferlement à Paris donc le 23 septembre, et ça, il ne prévient pas les syndicats. Donc les syndicats, au départ, se sentent un petit peu pris de court. Ils se sentent court-circuités, sachant qu'eux-mêmes avaient déjà prévu 2 dates. Après, il dit que finalement, ils sont les bienvenus. Lui-même va à la manifestation de la CGT, qui est quand même plutôt proche du Parti communiste, si ce n'est plus que proche. Et puis ensuite, à la fin de cette manifestation le 23 septembre, il appelle à un déferlement sur les Champs-Élysées, auquel il propose de mettre les syndicats en tête de cortège. La stratégie n'était pas très claire, voilà. Ouais. Et eux se sont sentis un petit peu utilisés. Et donc, évidemment, Jean-Claude Mailly, qui lui n'est pas le syndicaliste le plus radical, loin de là, effectivement, l'a renvoyé un petit peu dans les cordes ce matin. Oui, mais les syndicats, ça profite à Mélenchon parce que les syndicats sont affaiblis, et notamment depuis cet été, ils avaient joué le jeu du gouvernement qui était celui du dialogue, on va dialoguer tout l'été, et la plupart des syndicats, Jean-Claude Mailly en tête, surtout Jean-Claude Mailly, on dit oui, super, on va dialoguer, et puis comme ça on va peut-être essayer d'avoir nous des contreparties en échange de la pilule qu'on veut nous faire avaler. On peut plutôt saluer cette initiative. Aller dans le dialogue. Sauf qu'ils se sont fait avoir. Ils n'ont pas eu les contreparties. Donc au sorti de l'été, le gouvernement a dit très bien, on a les ordonnances, voici ce qu'on va vous faire. Et sur des revendications qui étaient portées par exemple par la CFDT, je pense à la participation, à la présence de salariés dans les conseils d'administration, ils pensaient pouvoir faire passer ce type de mesures en échange de la flexibilisation du droit du travail vendue par Emmanuel Macron. Ça n'a pas été le cas. Du coup, la plupart des syndicats sont rattrapés par leur base. FO et Jean-Claude Mailly en tête, où sa base lui a dit « Attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» On s'est fait avoir à cause de ton histoire de dialogue. Parce que tu as trop joué le jeu du dialogue avec Muriel Pénicaud au lieu d'aller au bras de fer quand il aurait fallu le faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le mouvement syndical est essoufflé. Est-ce que ça profite à Jean-Luc Mélenchon ? Le succès de ces manifestations à lui est quand même mitigé. Le 23 septembre, à la journée à Bastille qu'il avait convoquée, nous on a fait un calcul maison, Marianne, en essayant pour trouver un peu la réalité des chiffres. On avait compté 57 000 personnes, c'est-à-dire évidemment moins que ce que Jean-Luc Mélenchon avait annoncé. Et le fameux déferlement sur les Champs-Élysées n'a jamais eu lieu. Et c'est peut-être pour ça qu'il incrimine les syndicats aujourd'hui. C'est peut-être parce qu'il essaye de faire porter le chapeau aux syndicats. En gros, c'est à cause de vous que ça prend pas. Après les avoir conviés, donc finalement il tape dessus. Donc c'est un peu contradictoire. Lui-même, effectivement, sa marche n'a pas particulièrement marché. Il a essayé de mobiliser les jeunes également. On n'a pas encore vu de déferlement de jeunes, ni de blocage de facultés. Donc ni les syndicats, ni Jean-Luc Mélenchon ont trouvé la solution pour mettre fin aux ordonnances de la loi travail. Et Jean-Claude Mailly lui a dit avec la manière, vous l'avez entendu. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Dans un instant, c'est l'entretien du jour. Nous recevons Frédéric Ancel. Il vient nous présenter son dernier ouvrage, Mon dictionnaire géopolitique. Et puis on reviendra sur la chute de Daesh à Raqqa, juste après une courte pause. À tout de suite. Demain, dans Territoire d'Info, le Premier ministre Édouard Philippe sera l'invité exceptionnel de Public Sénat et de la presse quotidienne régionale. Territoire d'Info, demain à 8h en direct sur Public Sénat. Anna Politkovskaya a été assassinée en plein Moscou. Son travail était reconnu dans le monde entier. Elle travaillait pour le journal Novaya Gazeta, où 2 autres journalistes ont été assassinés. André, qu'est-ce que tu comptes faire là-bas? J'ai besoin de quelques jours. J'en peux plus d'attendre. Monsieur Karpov, vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Mais qu'est-ce qu'André cherche exactement? La même chose que nous. Qui est derrière l'assassinat d'Anna? Je vous déconseille de continuer à chercher. Je sais pas où il est, ça fait des semaines que je le cherche. Son enquête l'a mené en Tchétchénie. Ne parlez jamais en français. J'avais préparé ça pour André. Maintenant, c'est à vous. Anna Politkovskaya, une femme à abattre. Samedi à 22h30 sur Public Sénat.
dans On va plus loin pour l'entretien du jour. Notre invité ce soir, c'est Frédéric Ancel. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po. Voici votre dernier ouvrage, Mon dictionnaire géopolitique. Ça sort chez PUF. On va parler de l'actualité internationale dans un instant, évidemment, mais je voudrais que vous nous expliquiez d'abord pourquoi vous avez choisi d'écrire ce dictionnaire. Est-ce que la définition des mots est absolument cruciale pour comprendre notre monde encore plus aujourd'hui? Fondamentalement crucial. C'est le grand Albert Camus qui disait que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'un dictionnaire géopolitique tel quel, ça n'existait pas réellement. Il y a d'excellents traités, il y a des précis, notamment pour les étudiants, de certains de mes collègues et confrères, géopolitologues, mais un dictionnaire de ce type-là, et en particulier très personnalisé, que j'ai voulu appeler mon dictionnaire géopolitique, ça n'existait pas en français, d'une part, et puis d'autre part, c'est un travail qui permet en principe une vraie pédagogie. Vous avez 175 entrées, j'ai voulu m'arrêter à cela, de A à Z évidemment, de Afrique à zone, si ma mémoire est bonne, et on en passe par plein de choses qui ne peuvent pas ne pas intéresser l'immense majorité, je crois, des lecteurs. Mais vous vous êtes inspiré de quoi, de quel livre pour définir tel ou tel mot? Parce que les définitions, évidemment, dépendent des civilisations aussi, des cultures. C'est très juste. Alors, vous avez des définitions qui ont été inspirées par des grands géopolitologues, évidemment. Incontestés. Ah oui, quand vous parlez de Clausewitz, de Kissinger, quand vous parlez de mon maître Yves Lacoste, maître et co-auteur, évidemment, vous risquez pas de vous tromper. Alors après, vous pouvez interpréter ce qu'ils ont dit eux-mêmes. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'originalité. J'ai voulu travailler, par exemple, sur les continents. En quoi l'Afrique se distingue de l'Asie, de l'Europe, quelles sont les caractéristiques principales de ces différents continents. J'ai évoqué, en toute humilité, Dieu, la religion, dans ce car il y a un vrai rapport avec la géopolitique. Lorsque je parle de guerre et de paix, là, on est vraiment au cœur des événements géopolitiques, donc c'était plus évident de trouver ces entrées-là. Lorsque je parle de théâtre, de littérature, d'art, c'est peut-être pas aussi évident que ça. Or, l'art a très souvent été utilisé par des hommes politiques, et notamment des dictateurs, à des fins de propagande. Bon, mais tout ça me paraît extrêmement intéressant. Les problèmes de géopolitique aujourd'hui viennent aussi du fait que nous ne sommes pas d'accord sur la définition des mots. C'est vrai. Alors, moi, je suis très, très attaché, en bon disciple d'Yves Lacoste, le fondateur de la géopolitique française, à une définition qui, schématiquement, tourne autour de l'expression suivante. La géopolitique, c'est l'étude des rivalités de pouvoir sur des territoires, donc l'importance fondamentale de la géographie, et de leur représentation. La représentation, c'est un concept absolument essentiel en géopolitique, on l'oublie trop souvent. La représentation en géopolitique, c'est simplement une perception identitaire, collective sur des temps longs, cher à l'historien Fernand Braudel. Voilà. Et une fois que vous passez au tamis les conflits, au tamis de cette définition, la plupart des conflits, eh bien, vous les comprenez mieux et vous comprenez l'essentiel de ce qui les motive. Alors, on va justement parler des sujets d'actualité. Paris a parlé aujourd'hui d'une excellente nouvelle concernant la chute de Raqqa. Vous êtes d'accord ? C'est une excellente nouvelle, même si sur le plan militaire, c'est une toute petite victoire. Mais vous savez, les symboles d'abord ne sont pas anodins en géopolitique, et on l'a dit et redit, Raqqa c'était la capitale autoproclamée. Donc déjà, parce que c'est un symbole, c'est une bonne nouvelle. Bien sûr, déjà. Ensuite, je crois beaucoup à ce que j'appelle la pédagogie de la défaite. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes gens qui auraient peut-être rejoint l'État islamique allant de victoire en victoire, parce que du coup, Dieu aurait été avec eux, effectivement, comme il le disait, vont peut-être réfléchir à deux fois. Parce que là, on n'est plus seulement sur des défaites secondaires, on n'est plus seulement sur la perte de Mossoul, mais on est sur la perte de la capitale, Raqqa. Donc ça va peut-être susciter un certain frein dans les vocations à aller faire le djihad. C'est pas négligeable. Enfin, dernier point important, sur le plan territorial et militaire, Raqqa, c'était quand même, pas seulement Raqqa, mais son hinterland, donc son environnement géographique. Si les barbares de l'État islamique perdent Raqqa, ils perdent l'environnement proche. Et du coup, lorsque vous regardez une carte du front aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus que des taches de léopard un petit peu en Irak et surtout dans l'est et dans le nord de la Syrie. Et par conséquent, on peut considérer qu'avec cette perte, que Daesh a définitivement perdu la guerre, aura perdu la guerre dans les prochains mois. Alors que va-t-il advenir de Raqqa maintenant? Aux mains d'Assad? Aux mains de qui? Est-ce que la coalition s'en va, dit ça y est, on a fait le travail, merci, au revoir? Parce que la suite, elle est importante. Les djihadistes peuvent à nouveau se réunir et à nouveau s'organiser. C'est la question centrale à mon avis. D'abord, les djihadistes, ils ne vont pas s'avouer vaincus. Beaucoup se sont dissimulés dans la population. C'est évident. Voilà, bien sûr. Et ils vont maintenant procéder à une guérilla urbaine. C'est-à-dire que de chasseurs, ils vont passer chasser, mais en réalité, chasser, mais en tant que guérilleros. Et par conséquent, si la coalition qui vient de s'emparer nationaliste, on va dire, qui vient de s'emparer de la ville, mais ça pourrait aussi être le cas avec l'armée d'Assad. Quel que soit le pouvoir, en fait, qui adviendra à Raqqa, il va subir dorénavant les foudres d'une guérilla djihadiste. Donc, qu'est-ce que ce nouveau pouvoir pourra réellement affirmer qu'il le détient,
ce pouvoir et à quoi aura servi la victoire autre que le symbole. Oui, donc ça, c'est un vrai problème. Deuxième problème, mais vous l'avez pointé dès le départ, qui va diriger Raqqa? Je pense que l'armée d'Assad est trop exsangue après 6 ans de guerre civile extrêmement meurtrière pour ses rangs pour récupérer l'intégralité de son territoire. À l'est du pays, et jusqu'à Raqqa d'ailleurs, la grande majorité de la population, sinon l'intégralité, est sunnite. La majorité de ces gens-là ne veulent pas revenir sous la coupe d'un pouvoir alaouite, celui d'Assad, et donc chiite. Car dans tout le Moyen-Orient, il y a une confessionnalisation très dure des rapports de force. Donc, qu'est-ce qu'elle veut, cette population, alors? Elle veut qui, cette population? Moi, je pense qu'on va aller vers un pouvoir de type tribal, éventuellement bédouin, mais tribal, j'en suis à peu près convaincu, sunnite, traditionnaliste, à l'est de la Syrie et à l'ouest de l'Irak. Je pense que la frontière établie, comme on le sait, par les Britanniques et les Français il y a 100 ans de cela, cette frontière, que d'ailleurs Daesh symboliquement a voulu effacer, n'existera plus et que nous aurons quelque chose d'autre. Ça peut être une forme d'émirat arabe uni, mais appelé différemment, baptisé différemment. Ça peut être un nouvel État qui pourrait d'ailleurs parfaitement se baptiser, s'auto-baptiser État califal. Ça peut être un État tribalo-bédouin, mais je pense qu'en tout cas, il sera à la fois arabe, donc pas kurde, qu'il sera sunnite, donc pas alaouite, Assad, chiite, etc., et qu'il ne sera pas nécessairement d'ailleurs pro-occidental. On verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est que la Syrie de demain ne sera plus jamais la Syrie qu'on a connue dans nos livres d'histoire-géographie. Pareil pour l'Irak, pareil pour le Yémen, pareil pour la Libye, pareil pour la Somalie, dont on a parlé évidemment ces derniers jours, car il y a une balkanisation, une fragmentation au sein du monde arabe. C'est de Raqqa que plusieurs des attentats qui ont frappé l'Europe ont été commandités. Vous voyez venir ma question. Est-ce qu'on peut imaginer que la chute de Daesh à Raqqa ait un impact et amoindrisse le risque terroriste en Europe? Je ne vais pas vous mentir. Malheureusement, je ne pense pas, je ne le crois pas. D'abord parce que si la plupart des ordres ont été donnés de Raqqa, un ordre, vous pouvez le donner d'ailleurs. C'est l'ordre d'aller frapper le Pentagone. Mais le fait de ne plus avoir de fief, de ne plus être structuré, de ne plus avoir de lieu à rejoindre, comme vous le disiez. Alors voilà, de lieu à rejoindre, ça c'est intéressant. Parce que du coup, les milliers ou les dizaines de milliers de jeunes djihadistes qui étaient venus peupler, entre guillemets, un territoire califal, ils ne pourront plus le faire. Ça, c'est intéressant. Deuxième chose, l'ordre, vous pouvez le donner de n'importe où. En revanche, lorsque Daesh disposait d'un minimum de ressources territoriales, à commencer d'ailleurs par le pétrole de Mossoul, il pouvait augmenter ou renforcer le nerf de la guerre, qui est l'argent. Ça complique leur travail quand même. Là, ça va considérablement compliquer leur travail. Mais attention, l'idéologie qui aura sous-tendu Daesh n'est pas encore mort, mais qui aura sous-tendu cet État califal, à savoir l'islamisme radical, l'idéologie, elle est toujours extraordinairement dangereuse et menaçante dans le monde entier, dans le monde arabo-musulman, mais également en Occident et en France en particulier. Autre dossier brûlant que je voudrais aborder avec vous, c'est le bras de fer entre Washington et Téhéran. Donald Trump a refusé de certifier le plan d'action conjoint sur le nucléaire. Il accuse l'Iran de violer l'esprit de l'accord. Est-ce qu'il a raison? L'esprit, oui, mais pas la lettre. C'est-à-dire que l'Iran veut continuer à monter en puissance. Et pour continuer à monter en puissance, l'Iran, pour l'instant, ne fait pas de nucléaire. De ce point de vue-là, l'accord est respecté. En revanche, l'Iran poursuit ses essais balistiques, donc augmente la puissance et la fiabilité de ses missiles. Or, une bombe atomique, sauf si on dispose d'avions stratégiques, mais l'Iran n'en a pas, ou de sous-marins nucléaires, l'Iran n'en a pas non plus, c'est évidemment avec des missiles que ça se fait. Donc l'esprit, non. La lettre, oui. Alors, je vous dirais que dans un accord tel que celui qui a été signé le 14 juillet 2015, un accord nucléaire entre les 5+1 et les grandes puissances et l'Iran, écoutez, l'esprit, c'est une chose, la lettre, c'en est une autre. On a demandé à l'Iran de respecter la lettre. La lettre a été respectée. Et je pense que cet accord est un bon accord, qu'il faut le conserver parce qu'il est dur, parce qu'il est sévère vis-à-vis de l'Iran, parce que ça empêche l'Iran, et à mon avis à bon droit et à juste titre, de devenir une puissance nucléaire pour au moins une décennie. Et on voit Emmanuel Macron qui envisage d'ailleurs de se rendre à Téhéran et qui essaie de jouer les médiateurs entre Washington et Téhéran. C'est une bonne idée, il est crédible, il peut tenir ce rôle? 3 fois oui. C'est-à-dire que puisque les Américains tentent à se retirer du Moyen-Orient, en part relative, et à continuer à bouder l'Iran, au fond, vous savez, derrière les Américains, en termes de puissance, il n'y a pas beaucoup de réelles puissances qui peuvent, non pas s'y substituer, il ne s'agit pas de ça, mais au moins jouer, oui, les honnêtes courtiers et intervenir sur le terrain. Donc oui, à ce niveau-là, oui, parce qu'Emmanuel Macron, manifestement, a démontré une vraie détermination à faire revenir la France dans un certain nombre de théâtres d'opérations économiques ou militaires, ça se voit à peu près partout, notamment au Sahel et au Moyen-Orient, donc pourquoi pas en Iran. Et puis 3, les Iraniens se défient beaucoup à la fois des Britanniques et des Américains, mais pas nécessairement des Français. Vous savez très bien
que nos finances publiques sont dans le rouge. Il faut que l'économie française et que l'industrie française puissent vendre des matériels à haute valeur ajoutée. Et l'Iran aura cette capacité bientôt. Merci infiniment Frédéric Ancel. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Mon dictionnaire géopolitique. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne manquez surtout pas l'invité exceptionnel demain de Territoire d'Info. Il s'agit d'Édouard Philippe, le Premier ministre. Je vous retrouve demain à la même heure sur Public Sénat. Restez au cœur du débat. Bonne soirée. Je suis commerciale et au début, je pensais être plutôt styliste ou autre, donc rien à voir. Je pense que si on peut concilier sa passion avec le travail, c'est le but ultime de tout un chacun. Essentiel pour certains, alimentaire pour d'autres, au moment où le gouvernement réforme les règles du jeu, quel rapport les Français entretiennent-ils avec le travail ? Peut-on être heureux dans son boulot ? Dans cette émission, nous donnerons la parole à Olivier, qui a troqué son costume de cadre pour le bleu de travail. Je suis à ma place, ça y est, c'est là, j'y suis. Arnaud, chef d'entreprise victime d'un burn-out, et Charlotte qui a la lourde charge de rendre heureux les salariés. On lui apporte, plus que de lui faciliter la vie, on lui apporte du bien-être sur son lieu de travail. Ma voix compte, ce soir à 23h sur Public Sénat. Aujourd'hui, la Chine est prête à se lancer à son tour à la conquête de l'Europe en se posant comme sauveur de la crise financière. Pourquoi la Chine investit-elle autant en Europe? On en débat avec la réalisatrice Magali Serre, le député Olivier Marleix, la journaliste Camille Yuachen et le chercheur François Di Meglio. Droit de suite, présenté par Jean-Pierre Gracien, ce soir à 20h30. Monsieur Castaner, au nom du groupe La France Insoumise, je vous exprime notre parfaite solidarité personnelle. Le ridicule qui comptait nous assaillir a été arrêté le 28 juin. 4 mois plus tard, je l'apprends. J'estime que Monsieur Castaner et moi sommes hommes assez mûrs pour évaluer les menaces qui pèsent sur nous tout seuls. Et j'aurais apprécié d'en être informé pendant les 4 mois pendant lesquels j'ai continué à me transporter en métro et à pied, et ainsi de suite. Je ne fais de grief à personne. Je suggère qu'à l'avenir, les personnes qui seraient visées de cette façon soient prévenues à temps. Je comprends parfaitement votre demande. Je pense néanmoins, Monsieur le Président, et je crois que vous pourrez me rejoindre sur ce sujet, qu'en la matière, il faut laisser aussi, peut-être pas seulement, mais aussi aux forces de l'ordre et à l'autorité judiciaire qui mène l'enquête, le soin de déterminer si nous sommes dans quelque chose qui est caractérisé et sérieux, et le soin de mener son enquête sans fragiliser, dès lors qu'on est sûr qu'il n'y a pas de menace réelle et sérieuse, sans fragiliser l'enquête qui est en cours. Le Premier ministre a annoncé la revalorisation de l'allocation adulte handicapé dès 2018, conformément aux engagements présidentiels. Ainsi, l'AAH sera portée à 860 € dès le 1er novembre 2018, ce qui représente une hausse moyenne de 48 € mensuels pour 951 000 allocataires. Pour autant, le Premier ministre a également annoncé que cette revalorisation serait accompagnée d'une simplification de certains dispositifs connexes. Je pense notamment au complément de ressources et à la majoration pour la vie autonome. Pouvez-vous nous éclairer, Madame la Ministre, sur le contenu de ces mesures, afin que nous puissions collectivement rassurer les associations intervenant dans le champ du handicap et surtout les allocataires? Je vous remercie. Il s'agit d'une hausse sans précédent de la AAH que nous mettons en œuvre. Elle viendra porter en 2 ans le revenu minimal social à 900 € par mois. Oui, cette revalorisation est bien un investissement de plus de 2,5 milliards d'euros sur le quinquennat que fait la nation au profit de la participation des personnes en situation de handicap pour leur permettre une vie plus digne, plus libre, en inclusion.
Et l'engagement de la simplification aussi est tenu. Nous allons rapprocher, je dis rapprocher, non pas aligner, les règles de calcul de l'allocation pour les couples, trop différentes de celles des autres minima. Plus de 150 000 bénéficiaires en couple vont bénéficier pleinement de la revalorisation. Cela va représenter pour eux un gain de 180 € par mois. Je souhaite aujourd'hui me faire le relais des incompréhensions et inquiétudes face au sort réservé à l'APL dans le projet de loi de finances 2018. La mesure est loin d'être indolore et ne peut que créer fracture territoriale et fracture sociale. Êtes-vous prêt à revoir la copie, à rétablir le dialogue trop vite bouclé avec les différents acteurs concernés, enfin de revenir sur cette mesure injuste à différents niveaux? Le gouvernement a proposé, et ça a été l'objet d'un courrier officiel du Premier ministre, la stabilisation durable du livret A, la mise en place d'une enveloppe de prêt de 4 milliards d'euros à taux fixe, la mise en place de 2 milliards de prêts de haut de bilan, 600 millions de prêts à taux réduits pour financer la rénovation énergétique. Oui, je vous le dis, le dialogue continue et nous allons arriver à moderniser ce secteur.